descend en luge. Donc le problème, nous avons une image ici qui représente un enfant assis sur une luge immobile en haut d'une pente enneigée qui est inclinée d'un angle de 15 degrés. Donc on nous demande de représenter un schéma qui représente cette situation et qui représente aussi les forces qui s'exercent sur le système étant constitué par l'enfant et sa luge. Alors pour répondre à cette première question, on nous demande déjà de faire finalement un bilan des forces appliquées au système, représenter donc notre système, l'enfant plus la luge, et donc si on fait une situation du problème, voilà, on obtient cette figure-là, on a bien notre angle de 15 degrés, on a notre système représenté, on sait que sur ce système, deux forces sont exercées. Tout d'abord, le vecteur P, qui est donc appliqué au centre de gravité et qui est donc vertical vers le bas. Donc ici, on a notre vecteur P, comme ceci. Donc les caractéristiques du vecteur sont indiquées dans le tableau ci-dessous, vertical vers le bas, appliqué au point G, puis de formule P égale M fois G. Et on a aussi, sinon le vecteur R, la réaction de la pente sur le système, sinon le système s'effondrerait dans la neige, et donc lui qui est appliqué au point A. Et donc on sait que ce vecteur R est vertical, orienté vers le haut, et qui a pour point d'application le point de contact entre la luge et le sol. Donc qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du système? On sait que le système, donc j'ai oublié de préciser qu'il est placé dans un référentiel terrestre, puisque il est lié à la piste est donc liée au référentiel terrestre, considéré comme galiléen. Donc je sais que ce système est immobile, donc comme ce système est immobile, je peux appliquer ce qu'on appelle la première loi de Newton, ou le principe d'inertie. Donc il dit que P plus R égale vecteur nu. Voilà. Donc, étant donné que le système est au repos, on peut donc dire que les deux vecteurs sont égaux en valeur, mais opposés. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est représenter ces vecteurs dans un repère donc OIJ, donc c'est-à-dire un axe OX comme ceci, et un axe OY comme ceci. Donc si j'ai ce repère-là, que je peux continuer à tracer comme ceci, voilà, je retrouve l'angle de 15 degrés qui se retrouve ici. Voilà. Et donc, à partir de ce repère, je peux replacer mes vecteurs. C'est-à-dire que j'ai un repère OIJ que je vais replacer sur ma figure suivante. Et donc là, à partir de là, je vais pouvoir replacer mes deux vecteurs. Donc si je regarde bien, j'ai le vecteur P qui fait un angle de 15 degrés par rapport à la verticale. Donc je le retrouve ici. Donc j'ai un vecteur P qui est comme ceci, qui fait du coup l'angle ici de 15 degrés par rapport à la verticale. Et puis, j'ai aussi un vecteur R, on a dit tout à l'heure, qui est donc de même direction mais sens contraire. Donc ce sera donc un vecteur R qui sera comme ceci. Alors qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? Je peux dire que ce vecteur R peut être décomposé en deux composantes, c'est-à-dire le vecteur que je qualifierai ici de Rn, la réaction normale au support, et puis je peux le décomposer, ce vecteur R,
en une autre force qui est opposée au déplacement et que j'appellerai la force de frottement petit f. De même, je peux décomposer mon vecteur P en un vecteur ici PY et un vecteur PX. Voilà. Alors maintenant, je sais que mon système est immobile. Étant donné qu'il est immobile, ça signifie que il n'y a pas de mouvement déjà selon l'axe vertical, mais non plus il n'y a pas de mouvement selon l'axe horizontal. Donc, ce qui veut dire que le vecteur f plus le vecteur px, la somme de ces deux vecteurs est nulle, puisqu'il n'y a pas d'accélération. Si je projette ces vecteurs selon l'axe OI, puisque je suis dans le mouvement horizontal, je m'aperçois que j'ai bien l'expression moins f fois i, puisque le vecteur f est vers la gauche, le vecteur i est vers la droite, plus px fois i, puisque px et i sont collinaires et de même sens, égale 0 fois i. Je peux éliminer les i, et il me reste moins f plus px égale à 0, ce qui me donne donc que f égale à px. Mais alors, que représente px? Je m'aperçois que l'angle alpha, qui est là, je peux le retrouver ici. Ce sont des angles alternés internes. Je m'aperçois que px, c'est le côté opposé par rapport à l'angle. Donc, px doit être égal à p fois sinus alpha, puisque le sinus étant le rapport du côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, qu'est-ce que je connais? Je connais P, puisque j'ai la valeur de M et la valeur de G, 38 fois 9, 9,81. Donc, ce qui me donne 38 kg fois 9,81, donc la valeur de P, multiplié par le sinus de alpha, qui vaut 15 degrés. Ce qui signifie donc que la force de frottement, lorsque le système est immobile, sera donc égale à une valeur de 96,5 newtons. Voilà pour la question petit 2, puisque dans cette question petit 2, on me demandait de déterminer la norme de la force de frottement F exercée par la neige sur la luge, afin que le système formé par l'enfant et la luge reste immobile. Donc là, je viens de répondre à la question petit 2, qui permet de calculer la valeur de petit f lorsque le système est immobile. Alors maintenant, on change les conditions. Deuxième partie de l'exercice, on vous dit qu'un adulte pousse l'enfant afin de lui permettre de s'élancer. Une fois que la luge glisse seule, la force de frottement s'exerçant sur la descente, toujours les mêmes caractéristiques, cette force de frottement, a pour valeur F égale K fois R, où K s'appelle le coefficient de frottement et qui vaut dans ce cas-là 0,8. Alors la question c'est, en considérant que la luge reste toujours en contact avec la pente, déterminer la valeur de la réaction de la pente et d'en déduire la valeur de la force de frottement. Alors, comment répondre à cette question? Donc, on considère qu'il existe toujours cette force de frottement puisque la luge est toujours en contact. La luge est en mouvement, mais elle est en mouvement selon la pente. Donc, si je reprends mon système, si je reprends ce système ici, je m'aperçois qu'il y a toujours dans ce système-là, si je reprends, on a dit, je le redessine ici, il y a toujours la force de frottement qui sera dirigée comme ceci. Il y a toujours la réaction normale qui sera dirigée comme ceci. Donc on a les mêmes forces que tout à l'heure. On a toujours PY qui est donc dirigé comme ceci. Donc PY. Et on a toujours ici, bien sûr, la composante PX dans l'axe de la descente. Donc lorsque le système est en mouvement,
toutes ces forces restent présentes. Alors par contre, on nous dit quoi? On nous dit que le mouvement a lieu. Donc si le mouvement a lieu, sachant que la vitesse est nulle au départ, on suppose qu'il va y avoir une accélération selon l'axe des x. Qu'est-ce que je peux en déduire? Je peux en déduire que selon l'axe des y, on est toujours dans le même cas. Il n'y a pas de mouvement en vertical. Donc la somme des forces verticales doit toujours être égale à 0. Donc si j'applique cette formule, donc je peux dire que dans ce cas-là, donc Rn, qui est donc vertical, qui est donc comme ceci, donc Rn, plus, qu'est-ce que j'ai d'autre comme vecteur, on a dit, plus, on a dit Py, qui lui aussi est vertical, donc plus Py, la somme de ces deux vecteurs, sachant qu'il n'y a pas de mouvement en vertical, égale à 0. Donc ce que je peux faire, je suis sur l'axe vertical, j'ai un vecteur unitaire J. Ce que je peux en déduire, c'est que Rn, je peux l'écrire Rn fois J. Les deux vecteurs sont dans le même sens. Par contre, pour Py est vers le bas, J est vers le haut, ce qui me donnera moins Py fois J égale 0 fois J. Je peux comme ça éliminer les vecteurs unitaires, et j'en déduis que Rn moins Py égale à 0, ce qui me donne Rn égale Py. Maintenant, est-ce que je connais Py? Ben, Py, par rapport au vecteur P qui est comme ceci, on a dit tout à l'heure, on avait l'angle alpha qui est là. On voit bien que entre P et Py, on a opposé sur hypoténuse, ce qui me donne ici, qu'est-ce que j'ai dit du coup, donc Py c'est là et là, donc c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc là on a le cosinus, ce qui fait que Py c'est donc égal à P fois le cosinus de l'angle fois cos 15 degrés. Donc si on remplace P par M fois G, multiplié par cosinus de 15 degrés, ce qui me donne un résultat de 360 newtons, ce qui signifie que cette valeur est égale à la réaction normale Rn. Et comme on me demande d'en déduire la valeur de petit f, la force de frottement, je rappelle que petit f est dirigé comme ceci. Alors qu'est-ce que j'ai comme relation? Je sais qu'on me donne la relation petit f égale k fois r. Enfin, k fois Rn. Le k, il est donné. On me dit que c'est 0,80. Donc 0,80 multiplié par 360 newtons, ce qui va me donner 288 newtons pour la valeur de petit f. Voilà la valeur de petit f. Et enfin, donc là j'ai fait une analyse, on va dire, verticale pour déterminer R et F. Et enfin, la avant-dernière question me demande de déterminer les caractéristiques du vecteur accélération du système. Donc on a dit que s'il y a une accélération, cette accélération ne peut avoir lieu que dans le sens horizontal, que dans le sens de x. Donc ayant fait une analyse verticale, il me reste maintenant à établir une analyse horizontale. Donc pour faire cette analyse horizontale, je regarde les vecteurs horizontaux qui interviennent au cours de la descente. J'ai le vecteur petit f et le vecteur px. Donc j'en déduis la relation suivante, f plus px égale, d'après cette fois-ci non plus la première loi de Newton, mais la deuxième loi de Newton, puisqu'il y a une accélération qui intervient, égale la masse multipliée par l'accélération. Maintenant, je vais projeter selon le vecteur horizontal. Donc si je regarde, le vecteur f est opposé à i, le vecteur px est dans le même sens que i, de même que l'accélération aussi. Donc qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis donc que f va s'écrire moins f fois i, plus px fois i, puisque px est dans le même sens que petit i, égale m fois a fois i, puisque le vecteur accélération
sera dans le même sens que i, puisqu'on part d'une vitesse nulle et la vitesse augmente. Donc l'accélération est positive. J'élimine les i, et en éliminant les i, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens donc moins f, px, on a déjà calculé. Px, on a dit que c'était p fois sinus alpha. Donc plus p fois sinus alpha égale m fois a. Je sais aussi que P, c'est m fois g, fois sinus alpha, égale m fois a. Moi, on me demande de chercher l'accélération. Donc, pour déterminer l'accélération du centre de masse, il faut que je divise tout par m. Ce qui va me donner donc moins f sur m, plus mg sinus alpha sur m, le m va s'éliminer. Il va donc me rester g fois sinus alpha. Et voilà mon expression littérale pour déterminer du coup l'expression de l'accélération selon l'axe horizontal. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à déterminer la valeur de A. Donc en remplaçant par les différents termes par leurs expressions, on a donc moins 288 newtons divisé par m divisé par 35 plus 9,81 multiplié par sinus de 15 degrés, ce qui va me donner une valeur d'accélération égale à 2,25 mètres seconde moins 2. Alors qu'est-ce que je peux en déduire de cette valeur? J'en déduis que l'accélération a pour direction la pente, le sens celui du mouvement, le point d'application le centre de masse, et une valeur constante de 2,25 mètres seconde moins 1. Ce qui fait que la dernière question me demande la nature du mouvement. Étant donné que l'accélération est constante, l'accélération est positive, donc j'en déduis que le mouvement est bien rectiligne, uniformément accéléré.